Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur la communauté économique d'Afrique centrale avec un dossier consacré aux difficultés économiques de la zone CEMAC. Au programme également de cette émission, un double attentat suicide a frappé ce lundi N'Djamena, la capitale tchadienne, faisant au moins 27 morts. Et en Côte d'Ivoire, l'opposition redoute des fraudes lors de la prochaine élection présidentielle. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Martial Zebelinga, vous êtes économiste, bienvenue. Merci. Et avec nous également nos éditorialistes, Samuel Gembok, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et Malik Acher, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'actualité du jour. N'Djamena, la capitale tchadienne, a donc été la cible ce lundi de 2 attentats suicides. Les attaques ont visé le commissariat central et l'école de police. Le bilan provisoire fait état de 27 morts, dont 4 kamikazes et 101 blessés. Ibrahim Ndiaye. Au lendemain des attentats kamikazes qui ont fait 27 morts et 101 blessés à N'Djamena, la capitale tchadienne, les services de sécurité sont sur le qui-vive. 2 lieux emblématiques ont été les cibles des terroristes. Le commissariat central situé à proximité de la présidence est proche également de l'ambassade de France et l'école de police. Pour les autorités, il n'y a pas de doute, le Tchad paie son engagement dans la lutte contre la nébuleuse islamiste Boko Haram. Il fallait d'ailleurs s'y attendre parce que le Tchad ayant déployé une bonne partie de son contingent avec un impressionnant équipement logistique militaire au Nigeria, il fallait s'attendre à ce que le Boko Haram puisse perdre du terrain sur les terrains qu'il contrôlait au Nigeria et ensuite revoir sa stratégie. Donc ces attentats terroristes qui ont eu lieu en N'Djamena ont pour principal objectif de faire ramener les troupes tchadiennes sur le territoire tchadien afin que le Tchad puisse s'occuper d'abord de la sécurité intérieure de son pays. N'Djamena devrait abriter le quartier général de la force multinationale composée de 8700 soldats, policiers et civils chargés de lutter contre les islamistes de Boko Haram. Ces attentats auront certainement des conséquences sur la gestion de la sécurité au Tchad, qui avait déjà renforcé les mesures de sécurité depuis son engagement au sein de la coalition contre Boko Haram. Est-ce que le QG qui aura lieu en N'Djamena va changer grand-chose dans la lutte contre Boko Haram au Tchad? Oui et non. Oui, dans la mesure où le Tchad, à partir de ce QG, pourra bénéficier d'une présence logistique et en termes d'effectifs, des hommes sur le terrain tchadien qui pourraient renforcer la sécurité intérieure du Tchad. Mais non aussi parce que ce contingent n'aura pas pour vocation à lutter efficacement contre Boko Haram sur le territoire tchadien. 5000 Tchadiens sont engagés dans la coalition contre les islamistes, un engagement conjugué à ceux du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Bénin, qui a déjà permis de reconquérir plusieurs villes du Nigeria tombées aux mains de Boko Haram. Alors Samuel, un double attentat suicide à N'Djamena, la capitale tchadienne, on l'a dit. Certains estiment que c'est une attaque sans surprise au vu de la position qu'occupe le Tchad en première ligne, que ce soit au Mali ou contre Boko Haram. Oui, il fallait s'y attendre si on fait une lecture objective de l'évolution de la menace Boko Haram, non seulement au Nigeria, mais sa capacité à s'internationaliser. Il fallait s'y attendre parce que le Tchad, avant que ce pays ne rentre en guerre, était épargné complètement des attentats et de la menace terroriste Boko Haram. Depuis le moment que le Tchad a décidé de rentrer en guerre contre Boko Haram, il a décidé à ce moment-là de faire face à une adversité à la fois militaire mais aussi terroriste. Donc il fallait vraiment s'y attendre. Le Tchad représente le plus gros poumon dans la lutte contre Boko Haram avant la venue du Nigeria. Donc il fallait vraiment s'y attendre. Et le fait que Boko Haram puisse s'attaquer à des postes stratégiques importants, notamment un commissariat de police, une école de formation, c'est justement pour montrer l'humiliation que Boko Haram est capable d'infliger au Tchad, qui pourtant, ou alors la communauté internationale et régionale, qui faisait croire aux uns aux autres que Boko Haram avait la capacité d'humilier l'armée nigériane parce que celle-ci était incapable de faire face à cette menace. Boko Haram, en arrivant à perpétrer cet attentat, montre clairement qu'aucune armée dans la sous-région n'est capable d'être à l'abri d'une quelconque menace ou d'un quelconque attentat.
Malik, le Tchad, il est en train de payer son engagement militaire contre Boko Haram. Oui, bien sûr. Je pense que c'est cela, mais Samuel a très bien résumé la situation. L'engagement du Tchad, le retour du bâton, c'est bien sûr Boko Haram qui, justement, va sur un autre front, celui du Tchad, essayer de déstabiliser le Tchad. Mais moi, j'ai une lecture un peu différente. Je pense que le Boko Haram, par cet attentat kamikaze, c'est un aveu de faiblesse, je pense. Parce que l'étau se resserre autour de Boko Haram. Nous avons eu une coalition d'États, quand même, Samuel l'a très bien rappelé, du Cameroun, du Nigeria et du Tchad dernièrement, qui ont pris conscience qu'il fallait lutter ensemble, qu'il fallait une coalition afin de resserrer l'étau contre Boko Haram. La seule solution qu'a cette organisation terroriste maintenant, c'est de provoquer des attentats spectaculaires. C'est le propre de toute organisation terroriste. Pour desserrer l'étau, pour créer un autre front, on fait une attaque kamikaze. Ça a été le cas dans d'autres régions, par exemple en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Quand les groupes terroristes étaient en difficulté, ils essayaient justement de provoquer des attentats kamikazes. Boko Haram agit de la même façon. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu cet attentat kamikaze, mais je pense qu'on est vers le bon chemin quand même. On est en train quand même de réduire sa capacité de nuisance dans cette partie de l'Afrique. Martial Zebelinga, quelle est votre analyse de ce double attentat ? Disons, je pense qu'il y a une autre lecture possible, entre autres, parmi celles qui, toutes excellentes d'ailleurs, ont été faites. On se souvient quand même qu'en réalité, l'entrée en guerre du Tchad a été provoquée par une première attaque de Boko Haram en territoire tchadien. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le Tchad qui a d'abord attaqué Boko Haram. C'est exactement le contraire. C'est quand Boko Haram a attaqué une première ville frontière à 200 km à peu près de N'Djamena que le Tchad est entré en guerre. Donc ça donne une autre lecture, une autre dynamique à ce qui est en train de se produire, d'autant plus que, bien avant, le Tchad s'était proposé pour jouer en gros les pacificateurs. Quand il y a eu le rapt des filles nigérianes, le Tchad avait proposé ses services. Et à ce moment-là, un certain nombre de voix s'étaient élevées pour relever le fait qu'il y avait une ambiguïté dans la position même du Tchad, qui était considéré informellement aussi comme une forme de parrain de ce groupe. Personnellement, je continue à dire qu'on ne sait pas exactement quel est ce groupe qui est capable d'attaquer 5 pays en même temps, sans perte de force, etc. Donc je pense qu'il y a une recomposition qui se fait dans le groupe qui est considéré comme Boko Haram. Personnellement, je doute fort que ce ne soit qu'une secte islamique, etc., etc. Que la position du Tchad au sein de ces différents positionnements évolue. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu une négligence, peut-être qu'il y a eu plus vis-à-vis de Boko Haram, et qu'aujourd'hui, ayant été attaqué sur son sol une première fois, il a changé de position, et que maintenant, il est en face réellement de ses responsabilités. Mais c'est très symbolique ce qui a été fait, parce que c'est attaquer une capitale d'un pays qui est considéré comme le pays le plus actif aujourd'hui militairement. Depuis le Mali, le Tchad a été présent en Centrafrique, le Tchad est présent quasiment sur tous les foyers chauds aujourd'hui. Mais il est touché en son cœur, en son sein, dans sa capitale. Mais ce n'est pas la même chose qu'au Nigeria. Au Nigeria, Boko Haram a occupé des villes. Boko Haram a remplacé, quasiment a fait partir l'armée en déroute. Là, il s'agit d'attentats qui sont des attentats suicides, c'est-à-dire sans prise de position sur le terrain. Il n'empêche, il faudrait en tout cas que le Tchad, ce serait bien en tout cas que tous les pays, le Tchad en particulier, et tous ceux qui ont été tentés pour diverses raisons qu'on ne peut pas détailler ici, ceux qui ont été tentés par des options problématiques, disons, qui reviennent tous sur le sentier de la paix et qu'on construise un espace un peu plus convivial en Afrique centrale. Merci Martial. Dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, l'organisation de la prochaine élection présidentielle est l'objet de critiques de plus en plus virulentes. La coalition pour le changement ainsi que plusieurs responsables dissidents de partis de la majorité de l'opposition disent redouter des fraudes massives. Ibra Ndiaye. En Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le changement critique l'organisation de l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. L'opposition dénonce dans son ensemble un mode opératoire conçu et mis en œuvre de façon unilatérale par le pouvoir en place. Elle accuse le pouvoir de préparer des fraudes massives sur les listes électorales. Les conditions de préparation et d'organisation de l'élection présidentielle d'octobre font peser de graves menaces sur la paix sociale en Côte d'Ivoire. L'opposition a plusieurs griefs contre la commission électorale indépendante, notamment sur sa composition. La coalition nationale pour le changement est contre la commission électorale indépendante actuelle dans sa composition et aussi à travers son président Youssou Bakayoko qu'elle récuse.
Elle souhaite que la commission soit récomposée pour qu'elle puisse en faire partie, alors qu'elle n'en fait pas partie, donc elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se met en place, tout ce qui se déroule comme mode opératoire, et en même temps, elle incite ces militaires et les Ivoiriens à se faire recenser par rapport à la liste électorale. Donc il y a une sorte de confusion qu'il faudra peut-être clarifier. Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens attendent de l'opposition des propositions. Le président de la fondation PDC-RDA félicite le travail et l'indépendance de la commission électorale indépendante pour l'organisation d'un scrutin présidentiel transparent et apaisé. La fraude sur quoi? On parle de fraude quand tout ce qui se fait dans le dos de tout le monde. Or, actuellement, en Côte d'Ivoire, le pouvoir a mis en place toutes les dispositions. La CEI a pris toutes les dispositions pour que tout ce qui se fait peut être vérifié par les Ivoiriens, par les citoyens et de façon publique. La CEI a été constituée selon les accords des partis politiques. La révision de la liste électorale se fait actuellement et elle est conforme à la loi ivoirienne. Les fichiers sont crédibles et vérifiables par tous les partis, par tous les citoyens. Le calendrier de travail de la CEI est un calendrier conforme à la constitution ivoirienne. La CEI, la commission électorale indépendante, a lancé le 1er juin l'opération de révision des listes électorales qui devrait s'achever le 30 juin 2015. Elle concerne quelques 3 millions de nouveaux électeurs. Malik, est-ce que les craintes de l'opposition vous semblent justifiées? Justifiées, je m'étonne déjà de sa réactivité très, très lente, à 5-6 mois de l'élection. Même pas, 4 mois d'ailleurs. Justifié, je n'ai pas entendu l'opposition s'élever lorsqu'il y a eu la nomination des commissaires en octobre dernier, en septembre dernier d'ailleurs, de l'année passée. Justifié, je pense que s'il y a quand même une coalition avec différentes personnalités qui s'inquiètent du processus électoral, il faut comprendre ces justifications-là. Moi, je ne veux pas rejeter en bloc, je ne suis pas un expert sur la question ivoirienne. Il faut, je pense, créer les conditions du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Mais il faut rappeler que quand même cette opposition a une responsabilité, c'est d'être, oui, un garant de la démocratie, mais un garant responsable, d'être plus réactif avant l'élection. Je pense que l'opposition ivoirienne a réagi trop tardivement. Samuel, cette opposition accuse la commission électorale de partialité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il relève du droit de l'opposition et de la coalition de critiquer l'action de la commission électorale indépendante et des mécanismes qui ont présidé à la nomination des membres qui la composent. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la participation réelle, effective de l'opposition dans le processus électoral. On ne peut pas faire de la politique en militant pour la contestation systématique. Cette opposition a été appelée pour participer au recensement national en Côte d'Ivoire. Cette opposition a refusé de participer à cet exercice-là. Maintenant, on met en place une commission électorale indépendante qui est peut-être à sa énième composition. Et jusque-là, l'opposition n'est toujours pas satisfaite. Quand bien même le gouvernement met en place des lois pour reconnaître le statut de l'opposition et le financement des partis politiques, l'opposition est toujours dans la contestation, sans toutefois travailler sur l'élection à venir, c'est-à-dire développer un discours, préparer un programme qui puisse susciter l'adhésion des Ivoiriens et des Ivoiriennes. On est à 4 mois de l'élection présidentielle. Il y a une coalition nationale pour le changement qui a été mise en place il y a à peine 2 mois et qui a du mal à parler d'une même voix. Au sein même de cette coalition, il y a des clivages, il y a des divisions qui sont tellement profondes qu'en 4 mois, il est difficile de mettre en place un appareil politique capable de rivaliser avec le parti au pouvoir. Et donc là, moi, je pense que l'opposition est bien dans son droit de critiquer tout ce qui n'est pas conforme de leur point de vue, mais il faudrait peut-être plutôt travailler davantage sur le programme politique pour l'échéance présidentielle. Martial Zebelinga, une réaction rapide par rapport à ces accusations de l'opposition ivoirienne? Je dirais qu'on peut faire un certain nombre de reproches à l'opposition ivoirienne ou aux oppositions ivoiriennes. Ce que je constate, c'est que l'ensemble des acteurs de la classe politique ivoirienne, les acteurs dominants, étaient déjà présents dans les confrontations précédentes, de part et d'autre de l'échiquier politique. Et de part et d'autre de l'échiquier politique, il y a eu des accusations de fraude électorale. Je reste vraiment très impartial, c'est-à-dire que les forces qui se sont déclarées impartiales à l'époque, et que personnellement je considère comme très partiales, mais admettons, ont affirmé qu'il y avait des fraudes de part et d'autre. Est-ce que tous ceux qui ont fraudé
il y a quelques années, aujourd'hui, alors que certains sont au pouvoir, vont se muer en véritables vierges de la démocratie? Je ne sais pas, j'ai un petit doute. Peut-être ce serait un miracle ivoirien. En tout cas, j'espère qu'on pensera aux victimes des dernières crises et de toute la décennie ivoirienne qui a été une décennie vraiment tragique et triste. Voilà. Merci. Nous allons marquer une courte pause. À l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.